Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Sébastien Lecornu. Bonjour, Sonia Mabrouk. Vous êtes le ministre des Armées. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce moment particulièrement intense. Ministre des Armées, je le disais. Vous êtes également l'homme que le président a missionné pour les déplacements au Proche-Orient et donc au plus près de ces négociations. Hier, la libération du 4e groupe d'otages par le Hamas a suscité évidemment un énorme soulagement pour toutes les familles concernées, y compris pour les familles des 3 otages français libérés, 3 mineurs, Eitan 12 ans, Erez 12 ans et sa sœur Sahar 16 ans. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, la question évidemment qu'on se pose tous, comment vont-ils ? Ils vont bien, ils ont retrouvé leur famille, ils vont faire l'objet d'un suivi médicalisé important. Vous avez rappelé leur âge, plus de 50 jours de détention. Imaginez l'impact en matière de nutrition, de sommeil. Le suivi psychologique, évidemment, sera important. Et donc, évidemment, ce suivi-là va se faire dans la durée et c'est bien naturel. Alors, c'est compliqué de parler de joie parce qu'en fait, on parle de familles qui ont été parfois décimées, qui sont dans un deuil, dont parfois d'autres membres de la famille sont toujours détenus otages. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de curieux. À la fois, on a sorti les plus jeunes de nos otages, et donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Après, il y a toujours de l'espérance et un travail diplomatique, politique, sécuritaire important qui va continuer pour les 5 autres otages français, dont je rappelle une jeune fille majeure, une jeune fille et 4 hommes. La précision des mots est essentielle. Vous dites 5 otages, Monsieur le Ministre, ou 5 otages et peut-être des disparus. Toujours la même chose, otages ou disparus, et la précaution oratoire vient de quelque chose de terrible. Elle remonte évidemment à la question, elle repose sur la question des preuves de vie. Et donc pour un certain nombre de ces personnes disparues, on a des preuves de vie, je ne donnerai évidemment pas le détail, et donc on peut estimer qu'elles sont otages, même si parfois ces preuves de vie peuvent remonter à quelque temps. Pour d'autres personnes, malheureusement, nous n'avons pas forcément de preuves de vie. Donc ça, évidemment, ça se fait en transparence avec les familles. C'est-à-dire que là, on a eu une preuve de vie, on la partage systématiquement avec les familles. Donc à chaque fois, la diplomatie française et les autorités politiques ou de renseignement, d'ailleurs, dont j'assure la tutelle, précisent toujours disparus ou otages. On va parler de la suite. Que sait-on avec la prudence qui se doit et la gravité qui s'y est quand même à ce moment des conditions de détention de ces 3 mineurs? Ont-ils vécu dans des tunnels sans voir le jour? Quel traitement physique et psychologique? Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur ces points? Alors c'est un peu tôt parce que pour le coup, les familles évidemment passent en priorité avant tous les débriefings qui vont être réalisés par les différents services de renseignement israéliens évidemment. Il y a des protocoles qui sont prévus, y compris entre pays alliés pour ce faire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les conditions de détention sont très variables, parfois d'un otage à l'autre. Ils sont parfois disséminés dans la bande de Gaza. Ce n'est pas toujours le Hamas qui les a en détention. Ce qui explique aussi ce pourquoi il y a eu ces péripéties de jour en jour. Pour être honnête avec vous, nous savions depuis plusieurs jours maintenant, d'où aussi les formules que nous avions employées en parlant d'espoir, d'espérance. Nous savions qu'il y avait évidemment ces otages français qui étaient dans ces listes qui étaient échangées entre Paris, entre Washington, entre Le Caire, Doha bien évidemment, et je rendrai un hommage peut-être au Qatar sur le rôle, et évidemment Tel Aviv. Mais effectivement, ce que nous redoutions, c'était que la trêve ne tienne pas, que n'importe quel prétexte soit utilisé par le Hamas pour venir mettre en cause justement cette trêve, ce qui aurait pu mettre en cause la libération de ces otages. Donc c'est pour ça aussi que la prudence a dominé et elle va continuer de dominer. Elle a dominé, si je vous entends bien, en sachant que vous aviez déjà des garanties sur ces 3 mineurs déjà depuis quelques jours. En fait, les discussions, vous le voyez bien, au regard des profils qui sont libérés, sont essentiellement autour des enfants, c'est bien naturel, ou des jeunes femmes, enfin essentiellement les enfants. Et donc dans les différentes discussions que le président de la République a eues avec les différentes autorités de la région, ce qu'a fait Catherine Colonna, ce que j'ai fait moi-même effectivement, en passant par des canaux plus défense, militaire, sécuritaire, c'était évidemment de nous assurer que les enfants étaient correctement traités dans cette discussion-là. Le vrai sujet, c'est la fragilité de la trêve, puisque c'est la trêve humanitaire qui permet évidemment non seulement d'obtenir la sortie des otages avec le Hamas, mais tout simplement de la mettre en œuvre, cette sortie d'otages. Encore un point, est-ce que la France a plus de difficultés que d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, justement, à libérer les otages aux mains du Hamas? Non, je ne crois pas. Objectivement, je ne crois pas. D'ailleurs, les paramètres des discussions sont des paramètres très globaux. Parfois, il y a eu des difficultés liées tout simplement au réseau de communication entre la bande de Gaza et Doha. Donc en fait, il y a eu cet ascenseur émotionnel et ces incertitudes, mais j'ai vu que certains pseudo-experts se disant proches du dossier disaient oui, c'est de la politique, le Hamas égrène les choses, etc. Non, la réalité c'est qu'il y a eu plus de difficultés logistiques, pardon de le dire comme ça, que de difficultés politiques.
Après, il faut rester mobilisé, puisque je vois bien, effectivement, il y a un moment d'espoir et de joie en ce moment. Mais moi, je pondère sur le volet joie. Les familles que j'ai pu rencontrer, comme Catherine Colonna, comme le président de la République, sont des familles qui sont en deuil et qui, même si elles viennent de récupérer leurs enfants, sont des familles qui ont encore des otages ou des disparus parmi leurs proches. À l'heure actuelle, est-ce que c'est confirmé qu'il y a une nouvelle liste d'otages qui serait en cours de préparation par le Hamas? Alors vous avez vu cette annonce, effectivement, et du Hamas et du Qatar, d'une nouvelle trêve de 48 heures que Israël doit confirmer. Et évidemment, pourquoi d'ailleurs la France aussi a parlé très tôt de trêve humanitaire en disant mais pourquoi le président de la République dit ça, etc. C'était aussi parce que nous savions, évidemment, maintenant on peut le dire de manière plus lisible, plus claire, nous savions que c'est un des paramètres clés dans la libération d'otages. Donc oui, des listes continuent de circuler. Après, une fois de plus, chaque jour suffit sa peine. Chaque soir, il y a des libérations d'otages depuis quelques jours. Ça reste quelque chose de très fragile, mais l'engagement va continuer. C'est pour ça qu'il faut que la trêve humanitaire puisse se poursuivre. Parce que... Jusqu'à quand, monsieur le ministre? Parce que là, la trêve, c'est jusqu'à jeudi. Pour Israël et l'armée israélienne, ça semble très clair. Ce n'est pas une trêve reconductible. Est-ce que la France demande à ce que ce soit une trêve reconductible? En fait, une fois de plus, je pense qu'il faut résumer les choses de la manière la plus simple qui soit. Israël a le droit de se défendre et Israël doit mettre hors d'état de nuire le Hamas. Après, il y a des conditions à cela pour que l'opération militaire et l'opération de sécurité soient efficaces. Pardon, je parle comme un ministre de la Défense, donc peu diplomatiquement, mais pour qu'elles soient efficaces, il y a évidemment la prise en compte des otages. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de schéma dans lequel un pays comme Israël ou un pays comme la France abandonne les siens. Et d'ailleurs, c'est évidemment ce que nous avons travaillé avec les autorités israéliennes. Et puis, il y a la question de la prise en compte des populations civiles dans la bande de Gaza, femmes, enfants. Et donc, ces trêves, en même temps que la question des otages est en train de progressivement se traiter, enfin, il en reste beaucoup. Il y a évidemment la question de l'aide humanitaire qui doit rentrer dans Nous allons Gaza. parler, mais soyons précis, trêve reconductible pour la France? Il faut que cette trêve dure plus longtemps que Il reste 177 otages. Mais donc votre réponse appelle... Le chiffre est déjà... Enfin, il fait réfléchir. 177 otages. Il doit rester quelque chose comme 18 ou 20 enfants, je crois, parmi ces 177 otages. Il est clair que depuis le début, nous sommes constants et nous affirmons que la libération des otages, accessoirement des otages français, pardon de le dire comme ça, comme ministre français, est une priorité absolue. Donc oui, la question de la trêve humanitaire doit se poursuivre parce qu'elle permet de régler progressivement, on l'a vu hier au soir, la question des otages. Sébastien Lecornu, vous dites ce matin que la trêve donc, doit se poursuivre, eu égard évidemment à la présence encore nombreuse des otages. Je vous pose la question différemment parce que l'armée israélienne n'est pas, semble-t-il, pour une trêve qui dure, parce qu'elle a cet objectif d'éradication du Hamas. Donc est-ce que la reprise des combats est légitime pour la France? En fait, non mais que Israël soit légitime et dans une action légitime à mettre hors d'état de nuire le Hamas, il n'y a pas de débat là-dessus, la réponse est oui. Mais une fois de plus, on ne parle pas de trêve sans condition. On ne parle pas de trêve sans condition. D'ailleurs, le président de la République n'a jamais parlé de trêve sans condition. On va parler de cette position. Et dans les conditions, il y a de toutes les évidences la libération des otages. Qui peut dire que c'est secondaire? Ou alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que celles et ceux qui pensent cela disent bah non, on abandonne les otages. C'est certainement pas la position de la France. Qui a cette position? Personne. Non, mais peut-être certains extrémistes. Malheureusement, l'anonymat des réseaux sociaux... Au sein du gouvernement israélien? Non, mais l'anonymat des réseaux sociaux font parfois circuler des positions un peu curieuses. Donc dès lors qu'on dit que la libération des otages est une priorité, il est évident que la trêve doit se poursuivre. Et j'insiste, je le dis comme ministre des Armées, il n'y a pas d'opération de sécurité contre un groupe terroristes armés, pardon de venir aussi avec notre expérience de Français, puisque nous n'avons malheureusement pas découvert le terrorisme le 7 octobre dernier et que nous avons connu suffisamment d'attaques, nous aussi, mais aussi de lutte contre des groupes terroristes armés. C'est vrai au Sahel, c'est vrai évidemment au Levant, sur lequel on a été très engagé dans l'opération Chamal, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a quand même perdu 3 soldats en Irak à la fin du mois d'août dans une forme d'indifférence globale. La question de la prise en compte des populations civiles et de la libération des otages sont des conditions à la soutenabilité de l'opération de sécurité je vous repose qu'Israël mène. Vous insistez sur ce point. On dirait que vous craignez que certains perdent de vue aujourd'hui qu'il reste encore des otages. Est-ce qu'une reprise... Ah bon? Donc une reprise des combats à la fin de cette trêve, là, jeudi, pourrait mettre en danger la vie des otages, y compris des Français. Vous voyez que la trêve se reconduit petit à petit. Ça dit quelque chose. Et il faut mesurer aussi l'état d'émotion qui règne en Israël. Vous savez, avoir une famille en otage, c'est la poursuite de l'attaque du 7 octobre. Vous pleurez vos morts, mais après vous êtes plongé dans l'incertitude de savoir ce qui se passe pour vos proches. On parle d'enfants. Ce que fait le Hamas, c'est
abominable. D'ailleurs, c'est pas parce que le Hamas libère des otages que le Hamas a le beau rôle. Parlons-en. Le Hamas reste le responsable Sauf que, de monsieur ce le qui se ministre, passe. il y a des images qui circulent. On voit ces otages libérés, on voit des prisonniers palestiniens également qui retrouvent leur famille. Et certains pourraient être enclins à dire, eh bien, c'est le maître finalement qui a gagné, c'est le maître du jeu, il a gagné la bataille de la propagande. Alors, je ne pense pas que le Hamas va arriver à faire croire à nos opinions publiques qu'ils ont le bon rôle. Nos opinions peut-être, mais d'autres. Non, mais je Vous crois le craignez ? c'est là où à nous après nous déployer et d'aller dans un chemin plus politique et diplomatique aussi pour dire que la cause palestinienne n'est pas le Hamas. Ça, je pense que c'est quelque chose de clé qu'il nous faut absolument répéter. En tout cas, je crois que la sécurité des otages, nous l'assumons, c'est une priorité importante. Personne ne peut dire qu'on s'en moque. Et j'insiste, pour l'efficacité de l'opération militaire israélienne, la question des populations civiles, de l'impact humanitaire et sanitaire, comme la libération des otages, sont des conditions de la soutenabilité. Je le répète à l'envi parce que je vois bien que parfois dans nos systèmes médiatiques, on va d'un extrême à l'autre et je pense que cette ligne d'équilibre, elle est tout simplement de bon sens. Dans tout ce processus inédit et très complexe de libération des otages, le Qatar est très présent. Comment vous qualifiez son rôle et est-ce une victoire diplomatique pour le Qatar aujourd'hui ? Oui, en tout cas, le Qatar tient parole. Moi, je suis ministre en charge de la sécurité extérieure des Français, là où le ministre de l'Intérieur s'occupe de sa sécurité intérieure du peuple français. Et il y a des alliés, il y a des pays qui sont des partenaires stratégiques importants, qui n'ont pas les mêmes modèles politiques que nous, qui ne défendent peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, mais qui sont des les pays avec lesquels nous avons des intérêts qui sont convergents. Et le Qatar, qui est un tout petit pays, riche par ses productions d'hydrocarbures, mais coincé entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui regarde de près ce qui se passe à Washington en cette période de campagne présidentielle américaine, évidemment mène une diplomatie pour défendre son autonomie et donc cherche à être utile à ses alliés. Donc c'est et donc c'est le rôle fiable dont il faut saluer aujourd'hui la ténacité et le respect de la parole. Parfois il y a les jugements moraux, les phrases à l'emporte-pièce sur les plateaux, etc. Moi je constate que tout ce qui nous a été dit, la parole a été respectée. Et donc là, une fois de plus, on ne peut pas se réjouir de voir ces enfants sortir des mains de leur geôlier et ne pas reconnaître le rôle qu'a pu jouer l'Égypte d'une part, je veux le citer aussi, et le Qatar d'autre part. Et le Qatar, y a-t-il d'autres pays ? La Turquie est souvent citée, Sébastien Lecornu. Doha et le Caire. Est-ce que vous avez des craintes sur le front avec le Liban ? Ce serait alors un second front conséquent pour Israël avec le Hezbollah. Nous avons des militaires sur place. Quel est leur rôle alors que les tensions restent vives et qu'on n'en parle pas assez ? Ouais, c'est une mission qui est trop méconnue des Français. Pourtant, c'est la plus ancienne et c'est la dernière grande mission Casque Bleu qui revient à un contingent français. On a 700 militaires français à la frontière entre le Liban et Israël sur 2 camps, d'Erkifa et Nakoura. Et en fait, c'est une mission des Nations Unies dont la France d'ailleurs tient la plume au Conseil de sécurité chaque année, qui est là pour faire de l'observation, de la déconfliction entre la partie libanaise d'un côté. Lutter. Alors, c'est pas une force d'interposition, c'est pour ça que je dis déconfliction. Dans la grammaire onusienne, vous avez 2 crans, si vous voulez. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? De l'observation, du renseignement, de la dissuasion. Que voit-il alors, monsieur le ministre ? Est-ce qu'il voit que les choses peuvent s'envenimer ? Oui, vous avez effectivement, depuis maintenant le début du conflit à Gaza, vous avez une montée en pression, lente, progressive, mais malheureusement certaine, même si on a eu une petite accalmie en fin de semaine dernière, de tirs du Hezbollah vers Israël qui entraînent des ripostes en légitime défense d'Israël, mais qui sont des ripostes particulièrement importantes et qui donc d'ailleurs peuvent parfois menacer la sécurité de nos emprises et de nos soldats français. Donc la question de ce second front éventuel, de la maîtrise de l'escalade avec cette frontière avec le Liban est un sujet clé. On connaît notre histoire, on se rappelle de la guerre de 2006, on se rappelle aussi évidemment du rôle que le Hezbollah et que l'ensemble des proxys iraniens peuvent jouer dans la région. Et donc la France a un attachement particulier pour le Liban, un lien particulier, une diplomatie particulièrement efficace. C'est encore une des plus grosses ambassades que nous pouvons avoir à Beyrouth. Et donc il est vrai que nous nous déployons énormément. On a du mal à comprendre. Je vous pose la question directement. Demain matin, on peut se réveiller avec un nouveau front ? Oui. Et une escalade régionale qui serait absolument épouvantable. Je crois qu'il faut dire aussi la vérité à nos concitoyennes et concitoyens. Au Proche et au Moyen-Orient, on danse sur un volcan. Et donc, les trêves humanitaires qui sont aussi demandées, la manière dont aussi nous demandons à nos amis israéliens de prendre en compte les populations civiles à Gaza, tout ça forme un tout. On défend nos valeurs, mais on cherche aussi à maîtriser toute forme d'escalade qui serait absolument épouvantable, y compris pour notre sécurité. J'entends. Vous venez de dire, nos amis israéliens, de la manière dont ils prennent en compte les civils palestiniens à Gaza. Comment prennent-ils en compte ? Parce que si je regarde les termes de l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique. Non, mais moi je regarde les choses sur le terrain purement militaire de là où je suis.
il est clair que les populations civiles doivent être épargnées. Et pour cela, il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre et sans doute à prendre davantage. C'est important, vous avez toutes les informations. Non, pas toutes, justement. Cette zone de Gaza, elle est très dense. Vous n'avez par définition, vous n'avez pas de moyens militaires français d'observation immédiat. Vous avez donc du renseignement de deuxième niveau. Enfin, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Donc, tout ça pour dire que c'est absolument clé dans la maîtrise de l'escalade. Il faut le redire, il en va aussi de nos valeurs, mais aussi de nos intérêts. Le président de la République, je le disais en début de cet entretien, Sébastien Lecornu, vous a envoyé, vous, et pas quelqu'un d'autre, en service commandé au Proche-Orient, du Caire, en passant par Abu Dhabi, Riyad, Doha, Tel Aviv. Vous êtes quasiment allé partout dans la région. Vous êtes un habile négociateur. Beaucoup louent cette qualité ô combien essentielle en ce moment. Mais la question, c'est quelle politique défendez-vous? Celle du président, mais quelle ligne aujourd'hui? On a du mal à comprendre. Je vais le résumer en 2 mots, on est passé de la coalition contre le Hamas au droit à Israël de se défendre et finalement un cessez-le-feu sans condition. Pourtant, c'est toujours la même position, elle est cohérente depuis le 12 octobre, date à laquelle le président de la République a pris la parole. La difficulté de la position française depuis le général de Gaulle, c'est que par définition, elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle ne s'aligne pas complètement sur les uns des autres. Non, où est la confusion? Israël a le droit de se défendre. Et la question sécuritaire est prioritaire. Elle englobe d'ailleurs la question des otages. Elle englobe aussi la question de la lutte contre le terrorisme. Là aussi, il faut dézoomer, mais c'est l'avenir de la coalition contre le terrorisme, y compris contre Daesh en Irak. On voit bien qu'il y a des vents contraires qui peuvent peser sur l'opération Chamal ou sur l'opération Inherent Resolve. Bref, il y a une diplomatie importante, y compris sur la lutte contre les financements des groupes terroristes. Il y a toute une action à faire. La deuxième des choses, c'est le volet humanitaire. Je le redis. Et les armées françaises jouent un rôle important dans cette affaire. 4 vols à 400M. Le Dixmude. Alors, 4 vols à 400M pour l'essentiel du fret humanitaire et sanitaire que le Quai d'Orsay a porté a été amené en Égypte par l'armée de l'air et de l'espace. Effectivement, vous avez ce bateau transformé en bateau hôpital, le Dixmude, qui est arrivé hier. Qui reçoit des patients. 40 lits. Ça va démarrer, j'espère, dans cette semaine. Vous avez une première équipe de préfigurateurs de 7 militaires français qui sont en train de faire le lien entre la partie israélienne et la partie égyptienne. On a commencé à affiner le besoin sanitaire. On voit bien qu'il y a des sujets d'orthopédie, il y a des sujets d'ophtalmologie pour les enfants, notamment. Donc on est en train de faire monter l'expertise justement sur ce bateau, qui va être un pôle au fait qui va permettre aussi de stabiliser des patients, et comme c'est un porte-hélicoptère, le cas échéant, de faire des liaisons avec d'autres hôpitaux. Donc c'est ce qu'on appelle être nation cadre en matière sanitaire. Et puis enfin, le troisième pilier quand même de notre action, et les plus politiques, soit la maîtrise de l'escalade, je vous ai parlé du Liban, mais aussi la question de la solution à 2 États qui doit rester sur la table. Que vous défendez. Oui, après la difficulté, c'est que dans le monde, disent la rue arabe en France. Non, c'est aussi Emmanuel Macron n'a-t-il pas sa rue arabe? Mais je pense que si le général de Gaulle avait eu les chaînes d'information, si je puis me permettre, les réseaux sociaux et tous les outils que l'on connaît, sans compter nos compétiteurs russes et autres qui n'hésitent pas aussi à manipuler l'information, et tout ça est largement documenté, la position serait parfois plus facile à tenir jadis qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais moi j'assume et je prends ce rendez-vous avec vous dans le temps long, que la position que la France est par la voix du président de la République le 12 octobre dernier, est une position qui s'inscrit dans notre histoire et qui vieillira bien à coup sûr et qui est sans surprise pour nos différents interlocuteurs. Merci Sébastien Lecornu, merci d'être venu dans ce moment particulièrement intense, avec aussi du soulagement pour ces familles françaises. C'était votre grande interview ce matin.